VOA Afrique. Jean-Hervé Jézéquel, vous êtes International Crisis Group et vous suivez ce qui se passe au Mali et au Niger. Au Mali, il y a une chose qui m'inquiète d'abord, c'est qu'on a l'armée malienne, on a la MINUSCA, on a le G5 Sahel, on a les Français de Barkhane. Et malgré tout, l'année est meurtrière pour tout le monde, pour les soldats maliens, pour les casques bleus. En fait, cet ensemble de conglomérats de forces au Mali, à quoi ça sert si ce n'est pas pour faire cesser les attaques? Alors, on pourrait même rajouter à votre liste les missions européennes, le CAP et l'UTM. On pourrait rajouter également à votre liste toute une litanie de groupes armés qui collaborent parfois avec les groupes internationaux. Et effectivement, vous avez raison. Une sorte d'embouteillage sécuritaire au Mali, en tout cas sur le papier, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'institutions d'intervention internationale, françaises, européennes, onusiennes, et pour autant, voilà, la situation n'a pas arrêté de se dégrader ces dernières années, et en plus particulièrement ces derniers mois. Je pense qu'il y a véritablement une faillite, on peut le dire, des réponses sécuritaires. Je pense qu'elles n'arrivent plus aujourd'hui à endiguer l'extension de la violence armée, qui est celle des groupes djihadistes, mais qui est aussi celle d'autres éléments armés. Je crois qu'il y a eu des succès. Il y a eu des succès peut-être il y a maintenant 5 ans, avec l'opération Serval, qui avait réussi à chasser un certain nombre de groupes hors des villes. Dispersés. Chassés aussi, d'une certaine manière. Mais ces groupes-là se sont réadaptés, au fond. Ils ont notamment su se réimplanter dans les zones rurales, là où c'est très difficile d'aller les chercher, là où les États ne sont plus, là où les populations sont en manque aussi de services. Et là, face à cette réimplantation, face à cet ajustement, au fond, les réponses militaires, elles n'arrivent pas à produire de l'effet durable. Elles arrivent de temps en temps à éliminer ici et là quelques figures, notamment des groupes armés se revendiquant du djihad, mais derrière, il y a de nouvelles figures qui émergent et on n'a pas réussi à trouver une solution. Donc, finalement à l'extension. Le terrorisme a de très beaux jours au Mali. Alors, de très beaux jours, je ne sais pas, parce que c'est pas non plus facile pour eux. Au fond, c'est un djihad rural, très loin des villes. C'est pas non plus facile pour ces gens-là. Ils sont aussi soumis à de forts risques. Face à eux aussi, les États utilisent des groupes au fond de milices pour lutter contre eux. Donc, je dirais pas non plus qu'il y a une avancée folle de ces groupes-là, mais on est effectivement dans une sorte de zone grise et une extension progressive de ces groupes-là, de plus en plus, d'abord vers le centre du Mali, vers la région de Mopti, puis aujourd'hui vers encore plus au sud, vers la région de Ségou, et on approche au fond de Bamako. Et je crois que là, encore une fois, les réponses militaires, elles se heurtent à un certain mur, et ce qu'il faudrait, c'est relancer au fond, sans doute, et c'est ce qu'on essaye un peu de recommander, nous, à Crisis Group, une sorte de solution politique. Comment Alors, d'abord, il y a un projet politique qui a été lancé, c'est le projet de paix intermalien. Il a été signé il y a 2 ans et demi maintenant à Bamako. Malheureusement, ce plan de paix, on l'avait déjà dit il y a 2 ans et demi, il a de sérieuses limites. D'abord, en fait, il a été signé sous la pression de la communauté internationale. Il a inventé peu de nouvelles solutions. Il reprend l'essentiel des points qui avaient été mis en place dans les précédents accords des années 90. Et au fond, voilà, il atteint des limites. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est au fond relancer des dialogues par le bas, parce qu'il y a quelque chose qui est très frappant dans cette zone-là, c'est que, au fond, on parle beaucoup de groupes djihadistes, mais beaucoup des combattants qui rejoignent ces mouvements-là, ils le font parce qu'ils ont peu d'autres options. Ce ne sont pas nécessairement des gens, c'est pas des terroristes convaincus au fond. Il y en a une petite minorité d'entre eux qui le sont, mais la grande masse des combattants, c'est des gens qui avant auraient rejoint des groupes ethniques, des milices d'autodéfense. Je prends Iyad Agali, c'est le leader historique des Touaregs. Aujourd'hui, on le présente comme étant un terroriste, leader du groupe Ansarté. Hamadoun Koufa, qui est un peu du Massina, lui aussi, on le présente comme étant un chef djihadiste. Et il y a un autre qui s'appelle Abou Sahrawi, qui se balade vers Menaka, par là-bas, et fait son shopping au Niger. Donc tout ça, est-ce qu'on peut discuter avec des gens comme ça? Alors, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Il y a ces éléments-là, il y a ces groupes-là, effectivement, ces leaders-là. Et autour de ces leaders, il y a toute une série en fait, d'autres groupes qui les rejoignent par opportunisme, dans lesquels aussi il y a ce qu'on pourrait appeler des chefs de seconde zone. Et je pense qu'il y a 2 choses à distinguer. Je pense qu'il y a des dialogues locaux qui peuvent être menés.
Je pense que ce serait faux de penser que, par exemple, quelqu'un comme Iyad Agrali est en commande d'un mouvement parfaitement structuré, parfaitement unifié. Non, en fait, il bricole un petit peu avec des groupes sur le terrain, il essaye d'acheter des allégeances, de l'argent qui circule, il y a des groupes qui circulent. Et je pense qu'il est possible, en menant des séries de dialogues locaux, de retirer une partie de ces éléments-là, des éléments les plus convaincus. Et après, effectivement, il y a les éléments les plus convaincus. Sur ce point-là, il y a deux positions possibles. On peut continuer à avoir une sorte de politique militarisée, essayer de les pourchasser. Pour l'instant, ça n'a pas produit énormément d'effets. Après, on peut, comme le recommande notamment une partie des acteurs maliens eux-mêmes, qui constatent que ce sont des djihadistes maliens qu'ils ont en face d'eux, donc des compatriotes maliens aussi, ils recommandent de commencer une véritable négociation. Celle-ci, pour l'instant, des contacts ont été établis, des contacts sont établis même régulièrement avec ces individus-là. Parler de négociation, je pense que beaucoup de gens encore sont réticents. D'abord, les partenaires internationaux sont réticents, mais même le président de la République du Mali, pour l'instant, a plutôt indiqué qu'il n'était pas prêt, pas encore disposé à franchir ce cap-là. Vous parlez des forces qui luttent contre les djihadistes. En fait, le bras armé, le véritable bras armé, c'était le Tchad, mais le Tchad commence vraiment à s'essouffler. Ces problèmes d'argent, des grèves, on réduit les salaires. Et si le bras armé est fatigué, donc qui est-ce qui va mener la lutte contre les djihadistes? Bon, alors le Tchad a effectivement mené notamment un certain nombre d'opérations, notamment je pense en 2013, et effectivement, comme vous le dites, il y a une sorte de fatigue du côté du Tchad, une volonté un peu de réajuster les forces, peut-être aussi d'avoir de meilleures ressources en échange des services que le Tchad a rendus. Je pense qu'une autre force aussi qui est une force combattante, c'est la force armée Barkhane. Mais je crois que ces éléments qui frappent en quelque sorte, ils se fatiguent parce qu'au fond, ils ne voient pas l'effet de leur propre frappe. Et encore une fois, je pense que ce qu'il faut, c'est que les États sahéliens, en fait, prennent en charge leur propre sécurité. Mais ils n'ont pas les moyens. Alors, bon, ça se discute, ça. Ils n'ont pas les moyens. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens? Est-ce qu'ils n'ont pas la volonté aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne se contentent pas parfois d'une facile répartition des tâches, finalement, déléguant à la MINUSMA, déléguant à leurs voisins, déléguant aux Français une grosse partie de la sécurité? Je pense qu'il y a une certaine frustration qui monte au niveau des forces de sécurité et vous seriez surpris de voir qu'un certain nombre de militaires, d'officiers maliens ont envie, en fait, réellement d'assurer la sécurité de leur propre pays. Je pense que ce qui manque, effectivement, vous l'avez dit, il y a une sorte de moyens qui manquent, ça c'est indéniable, mais je pense aussi qu'il y a une sorte vers où va-t-on, une sorte de projet politique. C'est bien beau d'envoyer des corps expéditionnaires dans ces régions-là, mais dans beaucoup de régions où les forces armées maliennes, les FAMA, sont déployées, que ce soit au nord ou au centre, il y a de plus en plus une sorte de fossé qui s'est créé entre ces groupes-là et la population. Il faut tout autant travailler à redéployer les forces armées maliennes qu'à aussi travailler à combler le fossé, la distance qui s'est créée entre les citoyens maliens du centre et du nord et leurs propres forces de sécurité. On traverse la frontière, on va vers le Niger, on arrive à Tillabéri. Tillabéri, j'ai l'habitude d'appeler ça en fait le shopping center des terroristes parce que tous les enlèvements, ils les ont fait là-bas et récemment ils ont tué 4 soldats américains et 5 Nigériens. Et ça fait des années que cette région est une passoire pour les groupes terroristes et rien n'est fait. Est-ce que l'État du Niger a les moyens de sécuriser cette poche-là de la région de Tillabéri? Alors, la région de Tillabéri, c'est une région assez particulière parce que c'est une région qui est relativement proche de Niamey. En fait. On est à un peu plus de 100 km en fait, de Niamey et on pourrait se dire que c'est une zone dans laquelle les services centraux de l'État étant proches, on pourrait avoir une action plus forte de l'État. Je crois que malheureusement aujourd'hui, parce que en face on a des groupes particulièrement mobiles, un peu réduits, et puis surtout qui ont su travailler le rapport à la population locale, qui se sont vraiment... Ils ont interdit les circulations de motos. Alors récemment, ils l'ont fait très 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 récemment, avec d'abord un effet assez limité pour certains,
Et puis aussi le fait qu'ils l'interdisent de leur côté de la frontière, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est une zone transfrontalière. Et au fond, le problème que se posent les autorités nigériennes, qui sont très volontaires quand même sur ce problème-là, c'est qu'une fois que les groupes ont repassé la frontière, ils perdent tout contrôle. Et en face, l'État malien, lui, est quasiment absent. Ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, pour les Nigériens, c'est pas un autre État, c'est pas l'État du Mali, ce sont d'autres groupes armés avec lesquels il est difficile de composer. Et donc, voilà, je pense qu'il y a deux choses, en fait, sur la région de Tillabéri, deux choses encore à travailler. D'abord, il y a effectivement essayer pour l'État nigérien de recréer des liens avec des populations qui, géographiquement, ne sont pas très éloignées du centre, mais qui, parce que ce sont des populations nomades, essentiellement recrutant parmi des populations foulanées qui sont un peu mal représentées au niveau de l'État central. Je pense qu'elles sont un peu en rupture avec leur propre État. Et puis deuxièmement, il y a aussi la question à régler qui est beaucoup plus compliquée de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière et comment est-ce qu'en l'absence de l'État malien, on peut sécuriser de l'autre côté de la frontière. Et là, il faut inventer des formes, il faut sans doute, de manière pragmatique, à court terme, collaborer avec les groupes armés qui sont de l'autre côté de la frontière. Et les drones, il y a des drones français, des drones américains, là, qu'on vient d'amener là-bas même, qui sont armés, ils servent à quoi, là? Alors, jusqu'à présent, les drones, ils ont surtout servi à faire de la surveillance, du renseignement et à faciliter des frappes. Ce dont on parle maintenant, c'est l'idée de frappe armée à partir de drones. Je pense que c'est un outil à utiliser avec beaucoup de réserve, beaucoup de précautions. Quand on discute un petit peu avec un certain nombre d'officiels nigériens, ce qu'ils nous font remarquer, c'est qu'en face d'eux, ils ont aujourd'hui peut-être la troisième génération de leaders djihadistes depuis 5 ans. Pourquoi troisième génération? Parce que les deux premières, elles ont été éliminées par des frappes, notamment par des frappes françaises. Et ce que nous disent en fait, quand on les rencontre, ces officiels, c'est que au fond, cette nouvelle génération de leaders djihadistes qui monte, qui est plus jeune, elle est plus radicalisée. Elle a besoin de faire ses preuves, elle a besoin de montrer sur le terrain qu'elle est capable de commander, et donc elle est encore moins disposée que les précédentes à entrer en contact. Et donc je dirais, attention à cet outil un peu, qui a l'air un peu magique, hein, on ne risque pas les boots on the ground, on ne risque pas des troupes, on envoie des drones armés, supprimer quelques cibles bien identifiées. C'est un outil à double tranchant qui peut s'avérer au fond contre-productif. D'autant qu'il faut du renseignement pour faire fonctionner les drones. Et j'ai l'impression que dans ces régions, les services secrets, ils n'ont même pas infiltré les groupes djihadistes. C'est l'impression que j'ai. Je serais un peu plus partagé là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de contacts, en fait, beaucoup plus qu'on ne le croit, entre Niamey et les groupes à la frontière, des deux côtés de la frontière. Maintenant, ces relations-là, elles sont difficiles. Il y a eu des tentatives de dialogue, y compris avec ce qu'on appelle l'État islamique, hein, à la frontière Mali-Niger. L'État a envoyé, en tout cas une partie de l'État, une partie des officiels ont envoyé des gens discuter avec ces groupes-là. Les discussions sont difficiles. En face, on a des groupes qui n'ont pas nécessairement des revendications très élaborées pour l'instant. On n'est pas du tout sur le modèle des rébellions Touareg des années 90 qui en même temps qu'elles mettent des hommes sur le terrain, ont déjà un programme de revendication. Là, on est sur des groupes qui n'ont pas l'habitude de la discussion avec l'État, mais qui commencent à tâtonner, qui commencent à apprendre. Ce qui est difficile, c'est que, voilà, en fait, c'est très difficile d'avoir d'un côté, d'entamer une discussion, un dialogue, et de l'autre côté, d'avoir des frappes sur le terrain. Vous mettez en danger votre mission de dialogue, vous vous décrédibilisez dès qu'il y a une frappe, et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin d'une vraie discussion entre l'État du Niger et les partenaires étrangers sur jusqu'où on peut mener un dialogue, jusqu'où on peut prendre ce risque, qu'est-ce qu'on peut gagner un dialogue, est-ce qu'on peut vraiment affaiblir les groupes djihadistes en menant ce dialogue-là. Et cette discussion, elle doit avoir lieu, je pense, maintenant. Mais les Américains vont changer la donne, parce que Trump, lui, son administration, ils disent qu'il faut le taper dessus. Donc, et ils arrivent là-bas en force. Hein. Alors, comme vous le savez, il y a le discours officiel, et puis ensuite, il y a aussi les réalités de terrain. Je ne suis pas convaincu, en fait, que les Américains aient envie véritablement d'augmenter leur présence de manière significative. Ils sont déjà de toute façon très présents, ils sont en train de construire une base de drones dans la région d'Agadez. Cette construction a impliqué la présence d'un nombre un peu accru de forces américaines. D'après ce qu'on entend, le nombre devrait se stabiliser. Je ne suis pas certain aussi qu'ils veuillent un peu changer la division des tâches, qui veut qu'au fond, ils fournissent du renseignement et que les Français sont ceux qui mènent les opérations un peu contre-terroristes. C'est pas forcément une division des tâches dérangeante pour les Américains. J'entends aussi une partie des Américains tirer des leçons de ce qu'ils ont appris d'autres théâtres
que ce soit la Somalie, que ce soit l'Afghanistan, ils savent très bien au fond que la guerre à outrance ne mène un peu sur rien, qu'à des moments, il a fallu ouvrir des canaux de discussion. Et donc je pense que ce qui va se jouer dans les mois à venir ou dans les années à venir dans l'administration américaine sur cette zone sahélienne, c'est au fond un débat sur jusqu'où pousser le bouton sécuritaire et jusqu'à quel point mettre au fond l'expérience que les Américains ont acquis dans les autres contextes au service de ce contexte sahélien. Je pense qu'ils ont des choses à apprendre en fait, notamment aux partenaires français, sur cette question d'un meilleur équilibre entre une approche politique et une approche sécuritaire.